Bonjour et bienvenue à l'Université de l'épargne. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu difficile. Nous allons devoir discourir pendant 1 heure autour de ce sujet qui va mal, à savoir la France. Alors, c'est pour une fois ce qu'on aimerait faire, c'est d'un côté, moi ce dont je vais essayer de vous parler, ça va être des dépenses et surtout des coupes que l'on pourrait faire dans ces dernières, donc à savoir les économies qu'on devrait et qu'on va pouvoir réaliser. Charles, dans un second temps, va vous expliquer comment relancer une économie et comment la marge brute d'autofinancement des entrepreneurs est quelque part la seule façon de relancer une économie et de s'en tirer vers le haut. Oui. Voilà. Sinon, il n'y en a pas. Sinon, il ne se passe rien. Et encore une fois, plus que jamais, c'est le théorème de Schmitt. Oui, voilà, qui est que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, qui sont les emplois d'après-demain. Voilà. Et sans ça, on n'a rien. Donc aujourd'hui, la première chose qu'on doit faire déjà, si on regarde les choses en pleine logique, et on le sait, c'est de couper dans nos dépenses. L'État dépense beaucoup trop. L'État, depuis 2023, ça a été une année de dérapage budgétaire absolument catastrophique. Le déficit prévu est passé de 4,4% du PIB. Il a été élevé à 5,5% pour ensuite atteindre, on nous dit 6,2%, mais en réalité, ne sommes-nous pas proches des 7%. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec une économie, avec cette gabegie, avec cette façon de fonctionner. La Commission européenne, le 19 juin, donc 10 jours après la dissolution, a ouvert une procédure pour déficit public excessif contre la France qui pourrait nous coûter 3 à 5 milliards d'euros d'amende, comme si on avait besoin de ça en plus, mais voilà, when it rains, it pours. En 2024, les prévisions publiques montrent que si on ne réalise pas très rapidement 30 milliards d'euros d'économies, le pire nous attend. Or, par ailleurs, vous saurez par Charles, et on le sait, qu'on doit payer déjà tous les ans sur une dette roulante à peu près 50 milliards d'euros pour conserver cette dette roulante, sachant que c'est avec des taux d'intérêt plutôt bas. S'il devait remonter, là, ça passerait plus du tout. Mais c'est pas tellement ça, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de cette dette, la dette en moyenne est à peu près à 8 ans, qui a été émise quand les taux d'intérêt étaient à 0. Donc quand elle va arriver à échéance, elle va être négociée. Elle va être négociée avec une dette aux alentours de 3. Et donc automatiquement, ces 50 milliards vont devenir 70 à 2-3 ans d'ici, quoi. Évidemment. Donc on a 20 milliards déjà qu'on va prendre dans les dents. Donc 30 milliards, il faut plutôt économiser 50, quoi, non? Il faut plutôt économiser 50, on va regarder les pistes. L'idée que nous pourrions nous en sortir par une simple augmentation de la fiscalité, on le sait, c'est un leurre, parce que la France est déjà un des pays qui taxe le plus et de très loin. Notre taux de prélèvement obligatoire s'établit à 44,8% du PIB contre 39,2% dans les autres pays adjacents. Donc on ne peut pas et on ne doit pas surtout taxer encore et encore toujours les mêmes, parce que, encore une fois, 50% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Bien sûr que les très riches vont faire de l'optimisation fiscale, mais ça s'appelle de l'optimisation, ça s'appelle pas de l'évasion. On a le droit de faire de l'optimisation fiscale. Et pour ce qui est des tranches du milieu, elles se trouvent de plus en plus assainies et ont plutôt tendance à se dire, si ça continue comme ça, soit je me mets sur une tranche à travailler moins, soit je pars pour la Suisse, pour la Belgique, et ma foi, vers d'autres horizons. Donc il va falloir prendre les choses en main. Voilà quelques pistes qui sont non structurelles, mais qui pourraient le devenir à terme. Quels sont... il y a 3 axes principaux sur lesquels on peut freiner nos dépenses. Le premier, c'est de freiner dans les dépenses sociales. Alors, pour ça, on pourrait déjà décaler la revalorisation des retraites en 2025, ce qui ferait une économie de 6,2 milliards en Agirc et Arco. Ça, c'est intéressant, mais en même temps, c'est là où est le nœud du problème, c'est que les Français pensent que leur retraite... Ils y ont droit, ils y ont droit. Ils y ont droit, ils y ont droit. Et surtout, ils pensent que la retraite, c'est un gros tas d'or qui est là et qu'ils vont pouvoir aller le chercher, qu'il y a quelqu'un. Mais il n'est pas là, il n'y a pas d'argent. Le vrai problème de la France, c'est quand même qu'on avait une pyramide des âges qui était comme ça, qui était de distribution. Mais la pyramide des... Ça marche quand la pyramide des... Mais si la pyramide des âges elle vient comme ça, avec peu de jeunes et beaucoup de vieux, la redistribution, ça marche plus. Non seulement ça, mais la répartition, aussi, ça marche plus. Aussi, si tu as non seulement une pyramide des âges inversée, mais des métiers, les personnes dont on nous parle, parce qu'on nous dit aujourd'hui on va recruter dans l'immigration et ces personnes-là vont payer vos retraites, mais c'est pas, mais en recrutant 10 balayeurs que tu vas pouvoir... Payer la retraite d'un cadre. Ben non.
Ben non. Et donc, on a un vrai problème là, c'est qu'aujourd'hui, je crois que les retraites font quelque chose comme 15% du PIB en transferts sociaux. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et ça va passer peut-être à 18. Dans la plupart des autres pays du monde, les retraites, c'est 10. Et donc, on se retrouve dans une situation dont on sait que c'est pas tenable. Alors ensuite, on pourrait désindexer totalement les minima sociaux, et ça représenterait une économie de 2,3 milliards. Oui. Donc 6,2 plus 2,3, tu les gardes en tête? Tu me les additionnes? Tu peux me faire ça à la louche? Oui. On pourrait abaisser le plafond des indemnités journalières, qui s'appelle l'IJ, pour les maladies ordinaires à un SMIC, ça ferait 1 milliard d'euros. Il faudrait recentrer l'aide médicale d'État, l'AME, tu sais, c'est pour les étrangers qui viennent... sur les soins essentiels urgents, ça ferait en gros 580 millions d'euros d'économie. Et aligner le régime des intermittents sur l'intérim, ça ferait 300 millions. Et revoir aussi probablement les transports sanitaires à la baisse. Donc ça, c'est pour la partie sociale. Ça nous ferait 11 milliards, cette enveloppe-là. Si tu additionnes tout, là, on a une bonne grosse enveloppe de 11 milliards. La sécurité sociale est aussi en déficit, en plus du déficit. Bien sûr, mais ça, encore une fois, comme c'est le même Ponzi qu'on a recommencé, il n'y a pas de raison. Exactement comme les retraites. On s'est dit, tiens, un truc qui marche pas, si on le multiplie à foison. Voilà, ça marchait, ça. Voilà, ça marche très bien. Bon, premier point, donc, les dépenses sociales. Deuxième point, rationaliser les dépenses locales. Ça veut dire fusion des régions et des départements et création du conseiller territorial, ça ferait 1,2 milliard d'économies. On sait que dans le millefeuille territorial, on peut y aller. Il y a quand même de la redite et il y a quand même des choses qui ont été faites qui ne sont pas forcément normales. Il faudrait inciter à la généralisation de l'option commune-communauté. Là, on aurait 900 millions d'économies à peu près sur cette affaire. Il faudrait la stabilisation des effectifs dans les collectivités territoriales, parce qu'encore une fois, comme disait Bastia, il y a ce qui ne voit, ce qui ne se voit pas. Et non seulement il y a effectivement quand vous recrutez un cadre territorial, mais ensuite il y a les retraites derrière, les petits cocos. Et ça, attention, ça c'est 8 milliards. C'est énorme. Énorme. Donc il faut geler tout ça. C'est ce qu'ils avaient fait en Suède à la grande époque. Il faut absolument geler ça. Aligner les jours enfants malades du public sur le privé, bon, c'est pas sympa, mais c'est comme ça, 500 millions d'euros. Et limitation des décharges horaires des professeurs, 300 millions d'euros. Donc là, tu mets tout bout à bout, on retrouve 11 milliards. Donc ça fait 2 fois 11 milliards, quoi. Là, on est à 22. Ensuite, dans l'État, il faut baisser les dépenses d'intervention. Donc en 2024, par exemple, le gouvernement a décidé d'annuler 10 milliards de crédits exceptionnels, dont 740 millions qui normalement devaient être donnés à l'aide pour le développement. Je pense qu'on n'est pas dans un état structurel qui nous permette d'aller donner au Gabon ou ainsi de suite. On pourrait demander à la Chine des aides pour notre développement. Tu sais qu'on leur file du pognon. Je sais, on leur file du pognon, c'est pour ça que je dis ça. Donc ça, on pourrait faire 1,5 milliard d'économies sur cette histoire-là, quand même. Et alors là, ça c'est un de mes préférés, il faut cesser le financement public aux associations. Ah ben ça c'est évident. Tous les. Vous savez que par exemple une association qui fait ma joie, c'est que je crois que les dépenses budgétées pour renvoyer les gens chez eux, les EQTF, c'est à peu près 40 millions par an, je crois, et les subventions aux gars qui amènent des immigrés du style SOS Méditerranée, etc., c'est 900 millions. Donc peut-être on pourrait faire le contraire, quoi. Est-ce que tu sais combien ça nous coûte les associations ? Non, vas-y. 23 milliards. Et c'est des subventions, et c'est de l'argent public, et je crois pas avoir jamais vu des audits de la façon dont cet argent a été dépensé par les SOS Méditerranée, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de rétrocommissions et beaucoup de choses qui permettent on embauche le genre, les copains, et voilà. Les copains et les coquins. Et pendant qu'on y est, suppression totale ou partielle des aides à la presse. Et alors là, on reprendrait entre 0,4 et 1,3 milliard. Donc, si on ne cessait de subventionner Libération, le Monde l'Humanité. Et l'Humanité, déjà ça... Et la Croix, tant qu'on y est. Et la Croix, oui, ça c'est... Ils ont toujours eu de mauvaises idées, ceux-là. Ils étaient antisémites en 1900, et aujourd'hui ils sont anticapitalistes. Ils sont rigolos, c'est bon. Ça, les chrétiens de gauche, c'est les pires. Alors bon, des choses qui font pas plaisir, mais suspension du pass colo, ça fait 270 millions en moins. Suspension du pass sport, 85 millions. Recentrage du pass culture, 140 millions. Et baisser les subventions aux FRAX, qui sont les fonds d'art contemporain, 2 millions. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est fermer le ministère de la Culture et abolir le Conseil économique et social. Ça serait... Donc là, sur les derniers que je t'ai donnés, ça fait 26 milliards.
Donc on arrive à carrément 48 milliards. 48 milliards, oui. J'ai 48 milliards, là, sur une fourchette, sans trop se casser la tête. Oui. Ce qui veut dire que sur ces 48, je pourrais peut-être en arriver à 30, tu vois. Oui, mais ça va pousser des cris. Ah bah bien sûr, mais de toute façon, tout le monde va pousser des cris. Mais encore une fois, c'était la fameuse idée de Chrétien, c'est l'ancien du Canada, c'est quand tu dois couper la queue du chien, est-ce que tu le coupes en plusieurs petites fois ou d'un coup sec parce que la pauvre bête va hurler. Donc, tu sais que maintenant, tu n'as plus le droit de couper la queue des chiens. Oui, tu n'as plus le droit de couper la queue des chiens. Je trouve ça normal qu'il ne faut pas couper les queues des chiens. Non, parce qu'il paraît qu'ils envoient des tas de messages avec leur queue. Mais enfin, c'est pas le sujet. Mais tu sais que c'est pour ça que les beagles ont la queue blanche. Ouais, c'est pour qu'on les voit. C'est parce qu'à l'origine, ce sont des chiens de chasse et les chasseurs ne les voyaient pas dans les bosquets, leur tiraient dessus, ces abrutis. Donc on leur a fait des petites queues blanches pour qu'on voit que c'était... On voit que c'était pas un lapin. Un gibier, voilà. Voilà, donc ça, si tu veux, c'est très important, mais c'est là où, vous savez qu'au départ, je me suis dit peut-être que le nouveau Premier ministre Barnier va prendre des décisions courageuses. Et en fait, il a rien fait du tout. Il a retenu le même truc, c'est-à-dire que ce qu'il a fait, qui m'a laissé pantois, c'est qu'il a dit, bon, les dépenses de l'État doivent monter l'an prochain, par exemple, de 4%. Donc on va les faire monter que de 2%, et on dira que c'est une baisse. Oui, mais ils font toujours ça. Mais ils font toujours ça, mais c'est extraordinaire de dire, alors partout on a annoncé, il y a une coupe des dépenses de l'État. Mais non. Et alors aujourd'hui, le budget qu'essaye de présenter Barnier, qui me laisse pantois, encore une fois, c'est qu'ils vous disent le PIB va croître d'après l'INSEE d'1,5%. C'est du pipeau, on va être en récession. Mais enfin, ils vous disent 1,5% parce que... Et les dépenses de l'État vont monter de 2. C'est-à-dire que le poids de l'État dans l'économie continue de croître. Continue de croître plus vite que l'économie. C'est-à-dire que on n'a rien réglé. On n'a même pas commencé à approcher le problème. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce gars-là est un zozo, quoi. C'est pas possible, quoi. On a essayé de laisser sa chance au produit, mais force est de constater qu'on est déçu. On s'attendait à rien et on arrive à être déçu. Et on n'a pas été déçu en bien. Pas été déçu en bien. Donc, en revanche, si, comme tu le disais, si on veut redresser la France sur le long terme, effectivement, il faut, comme on vient de le voir, aller dans les coupes de l'État extrêmement larges, c'est-à-dire là, les idées qu'on a lancées, il faut y aller, et c'est-à-dire pas simplement d'un budget sur l'autre, mais véritablement couper dans toutes ces dépenses de façon structurelle. Il faut simplifier la fiscalité, c'est grotesque. Et autre chose, alors, revenons, en 2019, le déficit commercial de la France était de 60 milliards. Et or, en 2022, on a un record historique, c'est-à-dire que désormais, le déficit commercial est de 163 milliards. Que s'est-il passé ? On est passé de 60 milliards en 2019 à 163 milliards en 2022. On ne peut pas continuer à enchaîner des déficits commerciaux abyssaux et se dire « Tiens, on va s'en sortir ». C'est pas possible. C'est-à-dire que moi, ce que je fais toujours dans mes calculs, c'est que je prends le déficit du budget et je rajoute le déficit extérieur en pourcentage du PIB. Et quand la somme des deux atteint 10% du PIB, le FMI commence à prendre l'avion, tu vois, pour venir te voir, en disant ça va pas du tout. Ben, on n'en est pas très loin. Hein. Alors, surtout que dès qu'une crise économique se profile, à ce moment-là, nos amis ont le réflexe pavlovien de se dire, vous savez ce qu'on va faire ? On va taper sur ceux qui gagnent du pognon, à savoir les entrepreneurs. Voilà. Et donc, la marge brute d'autofinancement se répète la gueule. Et là, on arrive sur l'histoire que tu vas nous expliquer. Voilà. Alors, j'ai été interviewé par des gens intelligents récemment, ça arrive, et il y en a celui qui m'a interviewé me posait la question, mais philosophiquement, quel est le problème de la France ? Pourquoi on ne réussit pas à s'en sortir ? Et je me suis dit, tiens, c'est une question intéressante, mais j'ai pas pensé. Et donc j'ai botté en touche en expliquant des tas de trucs, mais enfin, je me suis dit, donc, il faut que je comprenne pourquoi. Et si je devais vous expliquer pourquoi la France s'en sort pas, je vous dirais un truc très simple, c'est que parce que les gens qui nous dirigent, fondamentalement, croient que l'économie est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'ils pensent que si les entrepreneurs gagnent de l'argent, c'est parce que ils payent pas assez leurs ouvriers. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bien sûr. C'est très difficile d'expliquer aux gens et qu'ils arrivent à comprendre. Moi, je l'ai compris, en fait, véritablement au travers de la Révolution de Juillet. C'est-à-dire à partir du moment où tu commences à te dire dans l'histoire que là où un ouvrier mettait 7 heures de son temps à gagner son pain quotidien, grâce au développement de l'industrie, tout à coup, gagner ce même pain quotidien est devenu 4 heures, oui. Et aujourd'hui, c'est 10 minutes. Oui. C'est-à-dire que
la modernité, le fait d'avoir des outils et ainsi de suite, nous permettent véritablement de nous enrichir. C'est la productivité. Et la plupart des gens, j'ai lu un certain nombre de documents, écrivent aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de hausse du niveau que le libéralisme n'a jamais créé la moindre hausse du niveau de vie. Je l'ai lu et c'est complètement contraire à tout ce qui s'est passé dans les 200 dernières années. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est je vais essayer de vous montrer maintenant que la France gère son économie, les élites françaises, contre les entrepreneurs. C'est-à-dire contre ceux qui créent de la valeur, en part parce qu'ils pensent tous que cette création de valeur, c'est dans le fond ce que Marx disait, c'était prélevé sur des ouvriers, tu vois, c'était injuste en quelque sorte. Donc, quand je lis les commentaires qui sont faits sur le site, très souvent, il y a des gens qui me disent, mais de toute façon, il n'y a que le travail qui crée de la valeur. Or, c'est une imbécilité. Pour créer de la valeur, il faut qu'on ait du travail, certes, un capital qui est mis en risque, et un gars qui s'appelle l'entrepreneur, qui met les deux ensemble et qui fait que 2 plus 2 égale 5, pas 4. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très curieux. Et alors, je vais vous montrer que dans le fond, quand vous regardez dans le fond, sur le long terme, c'est le premier graphique, prenez 2 pays comme la France et la Suède. La Suède, c'est quand même pas un pays, c'est un pays qui est socialisant, hein, qui a toujours été à gauche, il n'y a pas de... Alors les gens te demandent souvent pourquoi la Suède, Charles? Pourquoi la Suède? Parce qu'ils ont fait faillite en 92 dans des circonstances tout à fait égales aux nôtres, à celles que nous allons avoir maintenant, et qu'ils ont pris toutes les bonnes mesures après. Alors là, je vous montre la marge brute d'autofinancement de la France en bleu en haut, en pourcentage du PIB, c'est-à-dire la marge brute d'autofinancement, c'est le secteur créateur de valeur. Qu'est-ce qui lui reste dans les caisses en pourcentage du PIB, année après année? Vous voyez que la France, on est passé en 1972 à peu près de 27% du PIB. Les entreprises donc avaient une valeur ajoutée qui était 27% du PIB, ce qui est bien. Et aujourd'hui, on est à 21. Donc on a perdu quand même 7 points. Oui, 7 points. 20, pardon, on est à 20. On a perdu 20, ce qui est considérable. Et en dessous, vous avez la ligne jaune qui est la Suède. Et la Suède, donc, a fait faillite en 92 avec exactement la même politique qu'on faisait en France, c'est-à-dire des imbécilités, des transferts sociaux gigantesques, des dépenses étatiques à n'en plus finir, etc. Et vous voyez que la Suède, de 1975 à 1992, elle est à peu près à plat. Elle saute en 92. Je raconte toujours que j'étais dans le bureau du gouverneur de la Banque centrale suédoise le jour où ça sautait. Il était dans un état de bonheur total. Pourquoi? Ah, parce qu'il était... Parce que il fallait sortir de la connerie. Ah oui. Et je raconte toujours qu'à ce moment-là, les obligations suédoises, à 10 ans, vous donnaient du 7% réel. Tu vois, c'était un bon investissement. Un beau travail. C'était tranquillou. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Suédois? Ils ont dit, vous savez ce qu'on va faire? On va réduire la part de l'État dans l'économie. Puisque tout vient de là, donc, ils ont pris toute une série de mesures pour arriver à cette... Tu veux que je te les donne, les mesures? Parce que justement, je les ai regardées. Vas-y. Alors, sous les gouvernements de Carl Bildt, d'Ingvar Carlsson et de Goro Pearson... Qui étaient tous des socialistes. Hein. Ouais. Non, pas Carl Bildt qui est un conservateur, Göran Persson, oui. Dans l'éducation, ça va se traduire par une décentralisation radicale qui déloge l'organisation de l'enseignant des communes, ne gardant qu'un document de 19 pages comme socle à l'échelle nationale. Voilà, c'est ça. Donc, mise en concurrence des établissements scolaires. Avec le ticket. Avec le ticket éducation. Très important. L'ancien Premier ministre explique alors que le redressement des comptes passe par la réduction des dépenses avant l'augmentation des retraites. Donc, ouverture au marché pour préserver l'équilibre. En 1990, ils ouvrent les taxis, 91 les maisons de retraite, les agences pour l'emploi et les maternelles en 92, les postes et les télécoms en 93, le fret ferroviaire en 96, et l'économie gagne 14 points. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que il s'est passé un phénomène extrêmement intéressant en Suède. C'est qu'ils se sont dit, quel est le rôle de l'État? Ils ont fait une réflexion globale sur le rôle de l'État. Et ils ont dit, l'État doit être prescripteur. C'est-à-dire que, par exemple, c'est lui qui fait les programmes qui doivent être enseignés aux enfants. Mais ensuite, ils ont posé une question aux Suédois, est-ce que l'État doit être aussi producteur? Et les Suédois ont dit, il n'en est pas question. Donc, grosso modo, ils sont transformés un État qui cherchait à produire en un État qui disait comment il fallait produire,
ce qu'il fallait produire, et puis ensuite, ils disaient au secteur privé, vous vous démerdez. Ils ont fait ça pour les retraites aussi. Donc, ils ont créé 7 grands pension funds, là, énormes, les AP-Funden. Ils ont fait la même chose dans le transport, ils ont fait la même chose dans les hôpitaux. Bref, le côté hôtelier des hôpitaux commençait à être géré de façon concurrentielle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, à partir de 92, la marge brute d'autofinancement de la Suède n'a cessé de monter, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que tous les secteurs de croissance qui étaient bloqués par l'État se sont ouverts au secteur privé. Par exemple, l'éducation, les retraites, etc. Et donc, tu as eu aujourd'hui en France, si tu penses qu'on est dans une économie de la connaissance, ce qui est le cas aujourd'hui, tu peux te dire que la France est particulièrement bien placée. Mais à partir du moment où tu bloques la recherche avec le CNRS, tu bloques l'éducation avec l'éducation nationale, tous les secteurs de la connaissance sont en France sous le contrôle de l'État. En Suède, ils ont été libérés. Donc, ils ont eu une explosion de tout ce qui était de valeur technologique en Suède. Et leur bourse est montée beaucoup plus que la bourse de Paris. Et donc, on voit très bien... Je finis juste. Donc, il y a eu une suppression de 70 000 postes de fonction publique, 4% de la fonction publique, réduction du poids des prestations sociales de 27 points, allongement du départ à la retraite à 65 ans, et délégation aux communes des agences pour l'emploi, et délégation aux IAN, qui sont les comtés des hôpitaux publics. Voilà. Alors, mais c'était très intéressant parce que j'ai vu ça dans l'éducation. Grosso modo, c'est les gens qui ont la question qu'on a posée aux Suédois, c'est est-ce que tous les enfants doivent avoir une bonne éducation? Oui, tout le monde dit bien sûr. Est-ce que cette éducation doit être payée par les impôts? Tout le monde dit oui, il n'y a pas de problème. Troisièmement, est-ce que ça doit être fait par des fonctionnaires? Ah ben non. Donc ils ont fait, c'était une idée de Milton Friedman, le ticket éducation. Le chèque éducation qui est distribué par les communes. Voilà. Et chaque enfant, indépendamment de son âge, son sexe, son milieu social, vaut un ticket. Un ticket que vous présentez à l'école de votre choix. Voilà. Et 7 familles indépendantes peuvent lancer une école. C'est-à-dire qu'ils ont rendu l'école un objet de croissance. Et ce qui est marrant, c'est que s'il y a une bonne école qui s'établit dans une ville, l'immobilier autour monte énormément. Parce que on n'a qu'à voir, dans le 16e, il y a je sais pas combien de lycées, et donc l'immobilier est hors de prix, parce que tout le monde veut être près des bonnes écoles. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le maire est très content. Et donc, les mauvaises écoles ferment, les mauvais professeurs sont foutus à la porte, enfin je veux dire, ils trouvent plus de boulot. Les hommes reviennent dans le métier de l'éducation. Bah, s'il est valorisé, oui, bien sûr. Et puis surtout parce que l'école paye ce qu'elle veut aux professeurs. Oui. C'est pas, il y a pas des trucs où tu gagnes avec l'ancienneté. Non, si t'es bon professeur, t'es bien payé. Et donc, d'un seul coup, l'éducation est devenue un vecteur de croissance incroyable en Suède. Et donc, quand je regarde ce graphique, je me dis, c'est assez simple. Vous regardez la Suède, vous voyez un pays qui a géré pour que ceux qui créent de la valeur, les entreprises, prospèrent. Et vous voyez la France. J'en arrive à la conclusion que la France est gouvernée depuis 1973, à peu près Giscard, contre les entreprises. C'est-à-dire que le but de la France, c'est de dire, s'il y a une crise, parce qu'il y a toujours des crises, ça arrive tout le temps, même dans les pays socialistes, et surtout dans les pays socialistes d'ailleurs, s'il y a une crise, c'est parce que les entreprises gagnent trop d'argent et les salariés n'en gagnent pas assez. Donc l'État s'imagine dans le rôle, je vais prendre aux méchants, les entrepreneurs, pour le donner aux bons. Alors je pense qu'il y a deux choses. Une inculture fondamentale de l'économie. C'est pas une inculture, c'est du marxisme. C'est du marxisme. Non, bien sûr. Et deuxièmement, ce qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'auto-justification du politique dans son rôle. C'est-à-dire que le politique étant là et voulant s'occuper de nos petites culottes beaucoup plus que de raison, voilà, se trouvent des domaines d'intervention, dont un interventionnisme forcené, alors qu'on lui demandait simplement, à la base, de s'occuper que du régalien. Mais comme ils veulent tous être calife à la place du calife, ma foi, ils proposent, il y avait Bastiat, vous savez que c'était un économiste français que j'aime beaucoup, d'abord qui écrivait un français ravissant, et c'était en 1840 par là, il était tout à fait étonnant. À un moment, il dit il est nommé ministre du commerce, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, il prend quelques mesures.
Et puis, ayant libéré à peu près tout ce qu'il pouvait libérer, il dit, je donne ma démission parce que j'ai plus rien à faire. Donc, le bon ministre, c'est surtout celui qui fout la paix aux gens, quoi. Or, c'est pas dans l'esprit des gens qui veulent améliorer. C'est pas dans l'esprit des énarques. C'est pas dans l'esprit des énarques. C'est l'histoire que je raconte. Je sais pas si elle est vraie, mais je la trouve. Si non è vero, bene trovato. Tu sais, c'est l'italien. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Il paraît qu'il y a aujourd'hui 10% des élèves de Polytechnique qui sont marocains. Ah oui, mais tu l'as déjà raconté, mais elle est drôle. Elle est drôle. Et tout le monde demande pourquoi 10% des Marocains, enfin bref. Et quand on pose la question aux autorités marocaines, ils vous disent, vous nous avez filé Jules Ferry en 1920, avec un peu de retard. On n'a jamais rien changé. Donc, ça continue, les coups de règle sur les doigts, les filles séparées des garçons, enfin tous les trucs habituels. Et du coup, ça marche très très bien. Donc ça fait 40 ans qu'on a des réformes de la Sécu et de l'éducation qui à chaque fois empire. Mais tu sais que là, il y avait un article du Figaro la semaine dernière qui disait que 85% des élèves en CM2, donc en 7e, font plus de 15 fautes à la dictée. Ta fille est pas seule alors? Oui, mais ma fille avait un TDA, hein, c'est différent. Mais c'est quand même un vrai problème. 15 fautes, ça veut dire que ils ne savent pas écrire 15 fautes. Parce que tu peux faire des fautes, d'accord, certes, mais 15 fautes sur 65 mots, parce que c'est 65 mots, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Et puis ensuite, des dictées de 65 mots, c'était très court. Moi, c'est très court. Tu te souviens, on avait 2 pages de dictées. Et puis le professeur cessait de lire s'il y avait 3 fautes. La Roumet, c'était ça en première année. Mon professeur de droit civil, quand il corrigeait les copies, je l'ai vu mettre 17-0 à la suite, disait qu'à 3 fautes, il mettait 0. Voilà, mais c'était pas... Alors, de façon... Je peux te dire que tu réfléchissais quand tu faisais tes accords avec avec un verbe auxiliaire. Hein. Moi, mon problème, c'est appel. Parce que et développer. Et développer. De temps en temps, tu mets un L, de temps en temps... Ouais. Bref, ça... Bref, tu mets autre chose. Tu changes le mot. Alors, je vais vous montrer maintenant l'histoire de l'économie française à la lumière des crises. C'est la page 2. Hein. La lente agonie de l'entrepreneur français. C'est encore une fois la marge brute d'autofinancement. Et là, c'est sur la France uniquement. Et j'ai mis les crises. Ça s'appelle... C'est pas grave, c'est pas grave, je regarde le tien. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Alors, vous avez les grandes crises pétrolières sous Giscard. Une crise pétrolière, ça veut dire, vous savez, comme l'économie, c'est de l'énergie transformée, que vous avez une hausse des impôts gigantesques sur les sociétés. Je me souviens de ça, c'était Francine dans la voiture qui disait « Oh là là, vous vous rendez compte, bientôt, le litre d'essence va être plus cher qu'un litre de lait. » Oui, c'est pas nouveau, ça. Ouais. Alors, vous avez la crise pétrolière. Donc, la marge brute d'autofinancement s'écroule. Tu vois, on passe de 28 en 80, en 79, avec le truc, on tombe à 22. Donc c'est la plus grosse force qu'on a jamais eue. Il n'a pas eu de peau, Giscard, quelque part, parce que il est tombé dans la décennie où il y a eu les 2 grandes crises pétrolières. Comme ce que font la plupart des autres pays du monde, les Anglais, les Américains, les Allemands, c'est comme la marge brute d'autofinancement s'est effondrée, c'est de virer tous les socialistes et de mettre des gens du style Reagan, Thatcher et tout pour qu'ils redressent les entreprises. C'est ce qui se passe. Nous, pas du tout, on est les Mitterrand. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce corneau? Il nationalise tout. Voilà. Et contrôle des taux de change, contrôle des prix, nationalisation à outrance. Des banques, etc. Bon. Donc, cela dit, ça s'est très vite repété la gueule avec les années Mauroy derrière. La marge brute d'autofinancement passe de 23 à 20. Là, et donc là, il y a une crise monstrueuse. Là, il faut on chasse Mauroy, on met Fabius, je crois. Et surtout, le franc français se pète tellement la gueule que la France devient très compétitive. Et on a un petit intervalle de 86 à 88 où c'est Chirac qui est Premier ministre et qui dit plus libéral, il n'y a pas personne qui est plus libéral que moi. Il avait parcouru Hayek, qu'il avait reçu à la mairie de Paris à l'époque, donc il avait fait une petite, mais ça lui a pas, il avait guéri, guéri. Donc on a un fort redressement qui se passe là. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? On réélit Mitterrand contre Chirac. Chirac en tire comme conclusion que ça sert à rien de bien gérer, il faut surtout ne rien faire, donc c'est ce qu'il n'oubliera plus jamais. Et on a cette Anne de Trichet qui arrive.
et qui fixe le taux de change. Le trichetus ignoramus. Le trichetus ignoramus. Donc, la marge brute d'autofinancement se pète la gueule. On a une crise immobilière, le Crédit Lyonnais saute grâce à Trichet, qui était au Conseil d'ailleurs. Et donc tout ça saute. On a un effondrement. Et puis on a une espèce de période où on reste aux alentours de 22-23, comme ça. Mais c'est plus par absence de mauvaises mesures que par... tu vois, on reste dans les bas de eau quand même. C'est pas terrible. Et puis on a Sarkozy qui arrive, qui était, je pensais être le pire de tous, et puis on a eu Hollande, et puis on a eu Macron. Enfin, ça c'est autre chose. Et donc, la marge d'autofinancement, dans la grande crise financière, se repète la gueule. Oui, donc ça... Si vous regardez le graphique où il y avait la Suède, rien de tout ça ne se passe en Suède. Non. C'est-à-dire qu'en Suède, on voit très bien que la marge brute d'autofinancement reste sur une pente haussière et qu'il n'y a aucun problème. Et qui ne sont pas impactés par les subprimes de 2008, plus que ça. Et 2000, la bubble crisis, ils ont un petit plateau. Ouais. Voilà, ça. Et donc... on se rend compte que chacune des mesures qui ont été prises à l'époque, c'était de protéger le soi-disant travailleur contre le méchant patron. Et c'était toujours des mesures de contrainte. Par exemple, les 35 heures avec Madame Aubry, là, c'était incroyable parce que pendant qu'on faisait ça, les Allemands et les Suédois, ils prenaient des mesures pour faire baisser le coût du travail. Nous, on prend des mesures pour le faire monter. Du coup, la marge brute d'autofinancement se ratatine, quoi. Et nos balances commerciales se détériorent, s'effondrent. En 2000, au début de l'euro, là, la France avait un excédent commercial avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on était plus compétitif. 15 ou 20 ans après, on n'avait plus d'industrie, à cause de toutes les bêtises qui ont été faites. Entre les 35 heures, le blocage vis-à-vis du Deutsche Mark. L'EDF. L'EDF qu'on a c'est là les lois Nome et Arène. Donc on a tout fait pour faire baisser la rentabilité des entreprises. Et je crois que c'est le but, quand je parle à des hommes politiques, ils ont vraiment l'idée du patron qui est mauvais, créer de la valeur, ça prouve qu'on a volé à quelqu'un. C'était la phrase de Balzac que j'utilise. Balzac disait... à l'origine de toute grande fortune, il y a un grand crime. Eh ben, ils sont tous persuadés de ça. T'as qu'à voir la façon dont ils traitent Bernard C'est très Arnault. proudhonien aussi. C'est proudhonien. Proudhon disait la propriété, c'est le vol. Mais quel con, quoi. C'est pas possible de dire des bêtises comme ça. La propriété, c'est la liberté contre l'État. La liberté, la propriété est un droit naturel. Et ça vous protège contre les saloperies de l'État. Alors, bien sûr. Quand la marge brute, la preuve de ce que j'avance, vous prenez les dépenses étatiques en pourcentage du PIB. C'est la ligne rouge, là, vous voyez. Donc, c'est pas la part de l'État dans le PIB, c'est les dépenses étatiques. Vous prenez l'ensemble des dépenses étatiques et vous divisez ça par le PIB. Donc, c'est l'échelle de droite. Donc, vous voyez qu'en 1974, par là, on était à 45. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 55. Donc, le poids de l'État en 20 ans, 25 ans est monté de 10 points de PIB. C'est absolument monstrueux. Et regarde la marge brute d'autofinancement, qui est la ligne bleue. Eh ben, tu vois que plus l'État augmente, plus la marge brute baisse. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut bien le payer, cet État. Et ceux qui le payent, c'est ceux qui créent de la valeur. Oui, bien sûr. C'est pas ceux qui touchent des subventions. Non. Ça n'a aucune valeur. Parce que, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'une infirmière ou un instituteur ou ainsi de suite ne crée pas de richesse dans un pays. Mais force est de constater qu'à partir du moment où c'est payé sur les impôts, ça n'est jamais qu'une redistribution. Donc la véritable création de valeur, dans le sens où on réfléchit encore une fois à faire croître ce gâteau de plus en plus, ça ne peut arriver que par l'entrepreneuriat qui va... par ces inventions schumpeteriennes et ainsi de suite, faire grandir pour tout le monde. Horrible. Un darwinisme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont mauvais sautent et ceux qui sont bons prospèrent au-delà de ce qui serait raisonnable. Voilà. Et encore une fois, je reviens à quelque chose d'essentiel que j'ai prouvé aussi à plusieurs reprises, enfin essayé, c'est la loi de Pareto. C'est-à-dire que dans un pays, les phénomènes sociaux sont toujours distribués selon la loi de Pareto. C'est-à-dire que 80% de la cause est bu par 20% des gens. 80% des accidents de voiture sont faits par 20% des gens. C'est pour ça qu'on m'emmerde à me mettre à 80 km/h sur la route. C'est idiot, il faudrait mieux plutôt contrôler les 20%. Moi, il y en a un qui m'énerve beaucoup, c'est sur l'avortement. C'est-à-dire, ils disent toujours, une femme sur 4 se fera avorter dans sa vie. Non. 20% des femmes feront 100% des avortements. C'est exactement ça.
Donc arrêtez de dire que c'est une femme sur 4, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Mais tout à fait ça. Mais 80% de la richesse est créée par 20% des gens. Et dans ces 20%, 80% de la richesse créée par ces 20% est faite par 20%. C'est-à-dire que 50% de la richesse est créée par à peu près 4 à 5% des gens. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans le système, cet entrepreneur, qui a vraiment le don de créer de la valeur quasiment à partir de rien, et qu'en France, on gouverne contre lui. Et on le voit très bien. Quand je vois tous ces imbéciles qui sont en train de m'expliquer, après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on n'ait plus de voitures, Michelin est obligé de fermer 2 ou 3 usines en France parce qu'il n'y a plus de clients à cause de leur imbécilité. Et qu'ils en sont surpris. Et ils en sont surpris. Ils disent, mais l'usine de Cholet est rentable. Alors, je sais pas où ils ont vu qu'elle était rentable. Mais si elle était rentable, elle serait pas fermée. Donc, non, en fait, c'est toujours pareil. Michelin est rentable, Michelin est rentable, voilà. Mais parce qu'ils vendent des pneus d'avion pas possible et qui sont très technologiques aux États-Unis. Mais ça n'a rien à voir avec l'usine de Cholet qui ne l'est plus. Donc, vous pouvez pas à la fois exiger que la farine soit chère et le pain bon marché. Voilà, mais c'est exactement ce qu'ils font, c'est-à-dire que vous pouvez pas exiger qu'il y ait plus de voitures à Paris et en même temps gueuler si Michelin ferme ses usines, quoi. C'est le résultat il peut pas en être autrement. Et donc vous voyez cette hausse des dépenses de l'État, mais la différence entre un entrepreneur et l'État, c'est que si l'entrepreneur vend quelque chose dont personne ne veut, il disparaît. Or, l'État, il maintient toutes ces dépenses inutiles, et comme il peut emprunter, il emprunte. Et alors, ce qui se passe, c'est que donc, vous voyez dans le dernier graphique, vous voyez très bien la marge brute des entreprises, qui est encore une fois la ligne rouge, là, et la ligne bleue, c'est le poids de l'État, le poids de la dette dans l'État. C'est la même ligne. C'est-à-dire que le but de la politique économique en France, ça a été de faire fermer des entreprises, et de les remplacer par des subventions étatiques qui étaient financées par la dette. Donc, on détruit la création de valeur et on crée des fausses valeurs en payant des gens à ne rien foutre et avec la dette montée. Mais là, on arrive à la fin de ce processus. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que la France est gouvernée contre les entrepreneurs et ben maintenant, elle va en payer le prix. C'est exactement ce qu'avait fait l'Argentine. C'est exactement ce qu'a fait le Venezuela. C'est exactement ce qu'a fait l'Union soviétique. Et donc, aujourd'hui, la France n'a pas besoin de réforme, elle a besoin d'une révolution culturelle, d'accepter la prise de risque et la rentabilité de la prise de risque comme une nécessité pour que le niveau de vie monte. Parce que on peut penser ce qu'on veut des entrepreneurs, mais c'est grâce à eux qu'il y a une hausse de la productivité, que la hausse de la productivité permet la hausse du niveau de vie. Et alors, ce qui m'énerve beaucoup aussi, et je pense aussi toi, c'est ces espèces de discours imbéciles sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est ? C'est le résultat des emplois qui sont rentables. Si vous avez un pouvoir d'achat qui est distribué par un truc non rentable, ça veut dire que c'est soit pris sur ceux qui gagnent de l'argent, soit emprunté à l'extérieur. Mais c'est pas du pouvoir d'achat. Dans un cas, c'est quasiment du vol, et dans l'autre, c'est simplement imposer à les enfants. Donc, quand je vois des gens du Front National gueuler comme des ânes sur le pouvoir d'achat, je leur dis, mais j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat ? Ça veut rien dire, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous reste une fois que vous avez payé tout ce qu'il fallait payer. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous voulez qu'on garde le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat français aujourd'hui, il est 50% au-dessus de la productivité de la France. Mais si tu veux, moi, le problème que j'ai avec le pouvoir d'achat, c'est que je trouve que le terme est extrêmement démagogique. Ce que les gens entendent dans le pouvoir d'achat, c'est ma jouissance. Donc, ce que le politique est en train de dire, c'est je me bats pour votre jouissance, en gros. Mais tu dis, mais c'est pas ça un vrai politique. Un politique, c'est quelque part de dire, écoutez, je suis désolé, mais votre pouvoir de jouir a été entamé toutes ces années par des décisions imbéciles. Aujourd'hui, vous avez croqué. Vous allez en prendre plein la tête. Vous avez croqué l'argent de vos petits-enfants, de vos enfants qui vont payer pour eux. Et l'argent que vous avez laissé vos parents. Et l'argent que vous avez laissé vos parents. Le temps de la jouissance est fini. Le temps du pouvoir d'achat garanti et sûr, c'est exactement comme dans les retraites. Quand moi, je me suis occupé des questions d'argent toute ma vie. Si quelqu'un vient me le voir et me dit « Est-ce que vous me garantissez 4% par an ?» Je lui dis « Je vous garantis rien du tout. » Parce que je ne peux pas garantir, c'est dire que vous allez avoir, par exemple, vos retraites qui vont avoir un pouvoir d'achat garanti pour les 10 ans qui viennent ou les 20 ans qui viennent, c'est penser que je suis capable de dominer le futur.
Or, s'il y a une guerre, s'il y a n'importe quoi, s'il y a une guerre civile, notre pouvoir d'achat, il va se ratatiner. Donc, je ne peux rien vous garantir. Je peux vous garantir que je ferai de mon mieux, qu'on essaiera de se dépatouiller, mais je ne peux pas vous garantir que vous aurez un pouvoir d'achat qui sera constant et en hausse tout le temps, parce que ça, c'est impossible. J'ai regardé dans l'histoire, si tu veux, il y a des périodes où il y a des baisses du pouvoir d'achat qui durent 20 ans. Mais c'est ce qu'on a vu quand on avait fait l'émission sur la dette. Les obligations d'État qui ont été émises au travers du temps, il y en a certaines où les gens ont littéralement perdu 100% de ce pouvoir d'achat. Voilà. Donc, il arrive dans l'histoire des espèces de moments de dévaluation, d'écrasement dans l'histoire, et où les gens perdent, oui, toutes les économies. Je reviens toujours à ce que je dis, à ce que j'ai dit toujours. Tu t'endors en 1790, tu te réveilles en 1830, tu comprends rien. Tu t'endors en 1890, tu te réveilles en 1930, tu comprends rien, tout a changé. Et tu t'endors en 1990, en 2030, tu comprends rien. Mais dans ces trois périodes, à chaque fois, il y a 1, 2 ou 3 grandes monnaies qui ont disparu complètement. C'est-à-dire que tout ce qui était en marché obligataire, etc., est allé à zéro. Et donc, le franc français a sauté. En 1797, ils ont fait la faillite des 2 tiers. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu avais 100, que t'avais pas été à l'État, il t'en rendait 33. Tu avais du bien de la chance. Dans les années 20 et 30, il y a le rouble, le mark, tout ça, ça a sauté. La monnaie autrichienne, tout ça, ça s'est allé à zéro. Et aujourd'hui, il y a déjà le rouble russe qui a disparu pour être remplacé par un nouveau rouble russe, mais il y a toute une série de monnaies. Et je suis persuadé qu'en 1930, par exemple, l'euro n'existera plus. Mais en vrai, ça veut dire qu'il y a des pertes gigantesques qui vont avoir lieu. Donc, si tu es un homme politique, tu sais qu'il va y avoir des pertes gigantesques et tu dis « je vais vous garantir votre pouvoir d'achat », tu dis une connerie, mais gigantesque, parce que c'est pas de ton ressort. Tu n'y arriveras pas. En réalité, ce qui est très désarçonnant avec la classe politique actuelle, c'est l'incapacité à véritablement regarder les choses avec courage et regarder the big picture, le grand panorama. C'est-à-dire, ils réfléchissent toujours à la marge en disant oui, mais alors si on prend 6% du 2% remis, enfin des trucs de la Cour des comptes qui n'ont absolument aucun intérêt. Et les débats de la dernière présidentielle avec Marine Le Pen étaient du niveau inspecteur des finances. Enfin, tout le monde s'en fout de savoir si 6% de la norme remis aux 2%. On s'en fout. Simplement, l'important, c'est de vous dire, écoutez, structurellement, on a une balance commerciale qui est à la ramasse. On est plus compétitif. Et vous vivez aujourd'hui sur les biens qui ont été engendrés par vos grands-parents, que vous avez bouffés, et vos enfants n'auront plus rien. Nous vivons aujourd'hui un certain train de vie parce que nous vivons trop haut par de la dette. Ouais. Emprunte, le pouvoir d'achat, c'est ce que vous gagnez. À cela, on a emprunté en plus. Donc aujourd'hui, on a piqué de l'argent à nos héritiers. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que quand on pourra plus emprunter, notre pouvoir d'achat va revenir au minimum à ce qu'on gagne. Et puis c'est tout. Et donc je sais avec certitude qu'il va y avoir un déclassement. Il va y avoir une perte du pouvoir d'achat. Un politique ne peut pas vous regarder droit dans les yeux en vous disant je vais garantir votre pouvoir d'achat, si tant est qu'il le définisse, puisque ça veut dire quoi, le prix du beurre ou votre capacité à acheter une Mercedes? C'est quoi le pouvoir d'achat? Je te donne un exemple. J'ai des amis qui vivent dans un milieu très favorisé historiquement. Eh bien, ils ont 3 gendres. Eh bien, ces 3 gendres sont au chômage. Et ça me bouleverse parce que, sans vouloir dire du mal, mais d'habitude, le chômage, c'était quelque chose qui touchait les ouvriers, tu vois, c'était pas, mais je dis pas ça méchamment, je dis c'était quelque chose que la classe dirigeante ne voyait pas. Il n'y avait pas de chômage chez eux. Et d'un seul coup, je vois le chômage arriver dans ces classes. Est-ce qu'ils ont pas fait des études à la con? Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais enfin, sur 3 gendres, les 3 qui sont au chômage, tu te dis que ça commence à taper les gens qui votent Macron, tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, on l'avait remarqué, c'est-à-dire que, toi, à ton époque, quand tu étais cadre bancaire, quand j'étais toute petite, tu pouvais faire en sorte que maman ne travaille pas,
Et nous, on avait un appartement qui était quand même bien dans le 16e. Toi, tu étais cadre bancaire et on pouvait avoir des vacances tous les étés. Bon, quelquefois, on changeait de trottoir du 15 du mois pour pas passer devant le Crédit du Nord. Mais on avait un appartement dans le 16e et on était 3 enfants à l'époque et ça marchait bien. Aujourd'hui, un cadre bancaire, il peut plus avoir un appartement dans le 16e et sa femme, elle doit travailler. Hein. Et à 2, ils réussissent pas à se payer un appartement. Eh ben non. Donc il y a quand même un problème. Il y a un énorme problème. Et je crois que la cause de ce problème, c'est simplement que tous les créateurs de richesse se sont fait massacrer depuis 50 ans en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais à Hong Kong, où j'y étais il y a 15 jours, à Hong Kong, quand j'y étais moi, il y avait 5000 Français. Maintenant, il y en a 20 000. Il y a beaucoup plus de Français que d'Anglais. Et Londres, la dernière fois qu'il y avait Boris Johnson, il disait en rigolant, je suis le maire de la seconde plus grande ville française. A raison. A raison, il disait ça. D'ailleurs, Juppé avait été très fâché. Mais c'est vrai. Il y a plus de Français à Londres qu'à Lyon. Et donc, tu as ça. Et tu vas en Floride, il n'y a que des Gaulois. Tu vas sur la côte ouest, il n'y a que des Gaulois. Tu vas en Afrique. Tu vas à Bali, il n'y a que des Gaulois. Tu vas à Bali, il n'y a que des Gaulois. En Thaïlande, il n'y a que des Gaulois. Donc, tu vois des Gaulois partout. Et je me dis... Au Maroc, je me dis, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les gars de la ligne bleue, on les a tellement massacrés, de la ligne rouge, pardon, on les a tellement massacrés que maintenant, on n'a plus de créateurs de richesse. On n'a plus de créateurs de richesse. Et ça veut dire que, on est arrivé au niveau de l'Union soviétique, et dès qu'on peut plus emprunter, on est mort. Alors, récapitulons. On se retrouve là avec un problème déjà de passage de la dette, c'est-à-dire si on veut passer de 2024 à 2025, il faut tout de suite, comme on le disait en introduction, dans la première partie, trouver 50 milliards. Hein. Donc là, je vous ai donné des pistes. Évidemment qu'ils ne le feront pas, je ne suis pas candide. Au passage, tous ces chiffres sont sortis de l'IFRAP, donc je vous envoie à aller lire les dossiers qui sont fondamentaux et absolument très bien faits et extrêmement nécessaires, pas besoin de réinventer la roue. Mais tout ça pour dire que je me suis pas réveillée un matin en écrivant n'importe quoi. Et 50 milliards seront nécessaires encore plus parce qu'on a vu qu'il fallait refinancer cette dette. Si tu piques 50 milliards comme ça, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage ou avec des revenus inférieurs et tout. Donc la consommation va baisser. Donc il va y avoir recettes de l'État aussi. Les recettes de l'État aussi. Donc, et en plus, tout mon instinct, tous les travaux que je fais me disent que la France aujourd'hui est déjà en récession. Donc ça veut dire que tous les calculs qui ont été faits sur une croissance de 1,5% l'an prochain sont abscons. Ils sont nuls. Donc ça veut dire que le déficit budgétaire va pas être en réduction, il va être en augmentation sur ce qu'on a. On va être plutôt proche de 8 que de 5. Et l'Allemagne va très mal. L'Allemagne va très mal, on l'a vu encore cette semaine. Donc si l'Allemagne et la France vont très mal, il y a peut-être les populations qui vont se dire l'Europe, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, parce que c'était pas ce que nous avait promis Attali. Hein. Je ne sais pas, parce que je trouve qu'on a une classe, encore une fois, médiatique, qui ne s'occupe que de questions vraiment idiotes, ça papote de choses vraiment vaniteuses. Est-ce que, par sur exemple, cet animal questions d'ego. Comment il s'appelle, Attal, va être candidat à la mairie de Paris. Voilà, mais c'est vraiment pas le sujet. Hein. Non, mais c'est ce genre de choses. Savoir si un tel, a donné un interview, est-ce qu'un tel a traité une autre de bécassine, enfin bon, c'est du bruit. C'est du bruit. Et personne ne parle des choses de grandes personnes. Et je ne sais pas vers qui se tourner, qui serait un petit peu de substance. Tu dirais, alors je sais pas, il y a personne. Mais ce qu'il y a, c'est que la réalité va nous rattraper. Mais évidemment, ça ne peut pas être autrement. Par exemple, en Allemagne... Oui, mais la réalité va nous rattraper. Mais quel va être l'homme courageux au moment où la réalité va nous rattraper, qui va dire, OK, 50 milliards, moi je te coupe ça, je te coupe les aides au développement, je te coupe l'aide aux associations, et je fais quelque chose d'un petit peu concret. Parce qu'il va bien falloir le trouver au bout d'un moment, ce pognon. Donc qui va faire ça? Qui va nettoyer les écuries d'Augias? C'est pas ce grand mou de Barnier. Non. Ben, lui, il va rester sur son cul. Alors, évidemment, pardon, mais... On est dans une situation tellement grave que si on avait un homme d'honneur à l'Élysée, un Seguin ou quelqu'un qui aurait un peu... quelqu'un qui aurait... qui aurait un peu, pardon, des couilles au cul et que ce soit les siennes. Oui. Pour citer Lyoté.
Mais tu vois où je veux en venir? Non, pas vraiment. À mon avis, là, ça va nous valoir des ennuis, celle-là. On va être foutu en l'air par YouTube encore une fois. Mais non. Donc, mais ce que j'essaie de dire, c'est que il va falloir que quelqu'un prenne les décisions. Et normalement, celui qui a été prouvé incapable de prendre des décisions depuis qu'il est là, c'est Macron. Et donc, un homme d'honneur démissionnerait et dirait aux Français, je suis désolé. Je me suis trompé. Je pense que sur la question de l'homme d'honneur, comme diraient les jeunes, la question elle est vite répondue. Oui. Il n'a absolument aucun honneur et il fait partie de toute cette caste avec Trudeau et tous les autres qui ne sont là que pour faire leur beau, que pour faire leurs intéressants et puis pour mettre des costumes et puis pérorer. Hein, ils sont là pour pérorer et tous les petits barons d'en dessous, les Attal, les machins, sont des péroreurs aussi. Ils n'ont aucun intérêt, aucune substance. Ils n'ont jamais créé quoi que ce soit. Aucun gravitas. Non, mais ils n'ont jamais créé quoi que ce soit, ils sont pas. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'on a cette situation. Alors, par exemple, au Canada, qui est dans une situation à peu près égale à la nôtre avec toutes les conneries qu'a fait Trudeau, mais on sait qu'il va y avoir des élections dans les 12 mois qui viennent. Oui, donc, il commence à y avoir du rififi dans donc, les... il y a le cycle. Donc, il y a le petit jeune là, qui monte, qui a l'air très bien. Bon, aux États-Unis, ils ont résolu leur problème. Trump, ça y est, là, c'est fait. C'est fait. Et ça va commencer à nettoyer partout. Donc, ils ont trouvé le mec qui va faire le nettoyage. En Angleterre, ils ont mis un corneau pas possible. Il va sauter, Lustermer. Il va sauter, je pense. Il va sauter, mais jamais on a vu un Premier ministre sauter au bout de 4 mois, quoi. C'est vraiment, donc, en Angleterre, ils ont pas résolu. Ils ont très bien fait sauter avec la Banque d'Angleterre. Oui, c'était la petite, mais ça, c'est quand il y avait encore des conservateurs qui savaient manipuler. Là, donc, si tu veux, il y a quand même la différence entre les pays qui sont gérés convenablement. Tu peux en citer tout un tas, mais par exemple, il y a quand même une grosse différence qui se passe aujourd'hui en Europe entre les anciens pays de l'Est, qui ont tendance à pas faire trop de conneries, parce qu'ils ont déjà donné, et puis nous. Et aussi, donc... Alors, autre chose aussi, on n'en a pas parlé, mais l'euro... L'euro, il n'y a qu'une raison d'être, c'est n'importe quoi. On continue à avoir des transferts absolument gigantesques, on paye des milliards pour ce truc-là... Et c'est en plus, on imaginait quand on a accepté, nous, comme perte de souveraineté, que tous les traités commerciaux soient négociés maintenant par Bruxelles. C'est-à-dire qu'on est en train de faire Mercosur pour que, avec une idée, mais complètement, j'imagine. Parce que là, ils sont en train de tuer nos paysans. Et attends, bouge pas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on sacrifie nos paysans parce que les pays d'Amérique latine sont tout à fait capables d'exporter du blé, etc., beaucoup moins cher que nous. Donc, on va faire tomber tous nos paysans. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ces pays-là, ils vont nous acheter des produits industriels, mais ils vont les acheter à la Chine. Et donc, nous, pendant ce temps-là, on bouffera du bœuf bolivien, gavé d'hormones qu'on n'a pas le droit de donner chez nous. Chez nous. Et donc, vraiment, tu te rends compte que ces trucs de l'Europe, ils vivent dans un rêve et ils prennent que des décisions. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, on sacrifie les paysans, mais on va gagner pour les industriels. Ça sera bon pour l'Allemagne, ça sera mauvais pour la France, mais les Français, on s'en fout. Mais... ça sera pas bon pour l'Allemagne, puisque on n'est pas compétitif. Aujourd'hui, si les Boliviens veulent acheter des voitures, ils vont acheter une BYD à 10 000 euros plutôt qu'une BMW à 80 000, quoi. Mais c'est même pas photo. Bah, évidemment. Il y a même pas photo. Donc, si tu les vois arriver avec des raisonnements, et tu te dis, mais vous êtes fous, quoi. Et en plus, pour revenir à l'idée de fragilité, d'antifragilité, si tu supprimes ton agriculture, tu deviens extraordinairement fragile parce que d'un seul coup, tu n'as plus de quoi bouffer. Sachant que déjà, on a une industrie qui ne représente plus que 9% du PIB. Si en plus, on commence à taper sur nos agriculteurs qui ne s'en sortent plus, on le sait, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que ce métier va en... Alors, j'ai entendu un nom de ces quitours de l'année, c'était, je ne citerai pas qui, mais quelqu'un qui disait, vous vous rendez compte, le nombre de fonctionnaires a augmenté de X. Pendant ce temps-là, 6 fois, les agriculteurs ont été diminués par 3. Ça n'a aucun rapport. Les agriculteurs ont été diminués par 3 parce que Bruxelles leur impose d'avoir des très grandes exploitations et non pas des petites comme autrefois. Donc si on doit se tourner vers quelqu'un, cette personne devrait se tourner vers l'Europe, vers l'UE, dont elle est représentante, et non pas vers les fonctionnaires qui, pour le coup, n'ont rien à voir. Si quelquefois vous mettez deux choses en corrélation, mais elles n'ont aucun rapport entre elles. C'était Chirac qui était le grand spécialiste de ça. Il vous disait, première partie de la phrase, il fait beau aujourd'hui, donc je suis un bon président. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, ah bon, il n'y a pas de rapport entre les deux. Voilà, c'est ça. Mais le fait qu'il mettait donc, assumait qu'il avait bien compris les trucs, il n'a rien compris du tout.
Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que le vrai problème de la France, des élites françaises, c'est que les fonctionnaires ne comprennent pas que les entrepreneurs puissent gagner plus d'argent qu'eux. Ça les blesse au niveau du vécu, tu vois. Donc ils font tout. D'ailleurs, c'est très drôle parce que tu remarqueras très souvent les hommes politiques, et encore une fois, je ne citerai pas cet ancien, par exemple, qui t'avait dit oui, je quitte la politique, je vais faire de l'argent dans la finance et ainsi de suite. Ils te disent ça, mais ils en font pas de l'argent. C'est pas si facile que ça de faire de l'argent. C'est pas si facile que ça. Sarkozy, c'était un peu ça, qui allait nous expliquer qu'il allait faire ci. Bon, on attend. En attendant, il vide sa retraite de président et de tous les avantages qu'il a avec, mais enfin, on l'a pas vu faire. Il monte des petits cabinets d'avocats avec des contrats plus ou moins. Voilà. C'est comme l'ancien Premier ministre qui est payé par le Qatar. Voilà. Qui très étrangement est dangereusement antisioniste. Antisioniste, oui, tout ça, c'est des choses qui sont... Bref. Bien négocié. Bien négocié, ça prouve qu'il a bien négocié son contrat, mais... Je crois qu'il a que le Qatar comme client. Oui, c'est bien. Non, mais ce qui te fait un petit peu un appel de marge. Le Qatar, c'est pas un des types il a pas essayé de nous acheter, celui-là. Mais oui, d'ailleurs. D'ailleurs, on va faire un appel, là. Voilà. Si vous voulez nous acheter le Qatar, on a déjà été acheté par la Chine, Israël, la CIA, la Russie. La Russie, oui, bien évidemment. Oui, quoi d'autre? L'Église catholique n'a pas les moyens, la pauvre. Non. Non, c'est bien triste. Mais le Qatar, nous, on est ouvert, hein. On est ouvert. S'ils veulent nous faire des donations, on est tout à fait prêts. Voilà. Et donc, donc on voulait vous dire tout ça, c'est-à-dire que le problème de la France, c'est qu'elle est gérée par une classe qui déteste ceux qui réussissent. Une kleptocratie. Mais c'est une démocratie, mais je crois qu'ils détestent fondamentalement parce que le but de tout fonctionnaire, c'est quand même d'être celui qui distribue les tickets de rationnement. Je pense que c'est pas tant qu'ils détestent, c'est qu'il y a une forme de mépris et de condescendance. C'est-à-dire, eux, ils ont passé des concours importants, monsieur. Ils ont fait Polytechnique, ils ont fait l'ENA. Donc, les petits jeunes, là, qui ont fait des écoles de je sais pas quoi, HEC même, tu comprends, ils ont même pas essayé, tu vois, et qui font du business, c'est sale. C'est un petit peu comme autrefois, tu avais la noblesse, et puis tu avais les commerçants, mais un noble ne pouvait pas commercer. Mais je me souviens quand j'étais jeune, mon père était officier, hein. Ma chère mère n'avait pas le droit de travailler. La femme d'un officier ne pouvait pas travailler, c'était interdit. Donc tu vois, il y avait quand même une espèce de... Enfin, en même temps, quand t'as 4 enfants, elle lisait pas des magazines de luxe. Elle en avait 5. Elle en avait 5. Tu vois, c'était une copine des mais parents. Elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit. C'était interdit. Une femme d'officier n'avait pas le droit de travailler. Donc il y avait quelque chose qui restait de la cour, c'est-à-dire ceux qui travaillaient, c'était quand même des manants, quoi. C'est-à-dire que le seul beau... Quand on était petit, j'entendais des gens dire il n'y a que 3 métiers qu'un homme peut faire. Il peut être exploitant agricole, d'accord, c'est pas les plus malins, mais enfin c'est pas grave. Il peut être juge, il peut être officier, ou il peut être haut fonctionnaire, quoi. C'était le seul. Voilà. Mais tout le reste, c'était dégoûtant. Non, mais tu pouvais travailler en diplomatie. Tu pouvais travailler en diplomatie, au Quai d'Orsay, voilà, bon. Tu pouvais effectivement être fonctionnaire et tu partais aux Indes, ou ainsi de suite, ça avait un petit peu de prestige et compagnie. Tu pouvais rentrer dans les ordres. Ah oui, tu pouvais être prêtre aussi. Ça, c'était permis. Tu pouvais être prêtre, c'était bien. Et puis sinon, tu t'occupais de la propriété agricole, effectivement. Le fils le moins... pas le couteau le plus affûté du tiroir. Quoi. Voilà. Les autres... Et donc, il reste en France cette espèce d'extraordinaire mépris pour ceux qui travaillent dans la vraie vie. Si t'es pas dans la sphère étatique, dans le fond... Je sais pas tu sens un peu des pieds. Tu sens un peu des pieds, oui. Tu sens un peu des pieds. Quoi, et voilà, donc à force de n'avoir que des hauts fonctionnaires qui pensent que ceux qui gagnent de l'argent le volent, la France est en faillite. Voilà. C'est parfait. Je pense qu'on vous a bien remonté le moral. Mais c'est pas qu'on vous a remonté le moral. Moi, ce que je dis aux gens, c'est on arrive à la fin de cette période imbécile, donc ça va péter et on va redevenir libre, on va en prendre plein la tête, mais on va enfin pouvoir bouger à nouveau. Je vais plus être englué dans cette espèce de masse de trucs qui m'empêchent de bouger, de créer, et je vais pouvoir bouger à nouveau. Et c'est donc... Bon, en revanche... On va redevenir libre. En revanche, encore une fois,
placer vos petites économies de la façon dont on vous en a parlé précédemment, si vous le pouvez, aller voir l'université de l'épargne. Je dis pas ça parce que j'ai besoin de sous, je dis ça pour vous parce qu'on va avoir un déclassement géant, comme on vient de le voir. Au moins que la partie de votre épargne qui est investie aujourd'hui dans des trucs idiots soit investie dans quelque chose qui fera un petit peu un parachute quand ça va se péter, quoi. Et qui pourra peut-être rester là, parce qu'encore une fois, on a tous connu des oncles et des tantes qui avaient des emprunts russes ou des Manu France et qui se sont retrouvés marrons parce que quand ça saute, quoi. Et puis il y a pas de parachute. Et comptez pas sur eux pour vous aider à tirer en douceur, hein. Ils ont aucune idée de rien. Mais non, mais c'est pas ça, ils ont aucune idée. Ils auront plus un rond. Ils ont plus un rond, et puis ils voient pas que ça arrive. Donc voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, si vous voulez le nouveau livre de Charles, il est redisponible parce qu'il a été réimprimé chez l'éditeur. Donc vous le trouverez sur Amazon ou chez votre libraire préféré, ou sur le site de Pierre de Taillac, édition. Et nous sommes disponibles à l'Université de l'Épargne et on vous retrouve mardi prochain. Merci beaucoup. Au revoir.